Le 7 mai 1941, l'Éridan quittait Tamatave, emportant à son bord la famille d'Hugues, parents, mon frère et moi-même, frère aîné. L'Éridan était un paquebot de 142 mètres de long, jaugeant 10 000 tonnes, appartenant à la compagnie des messageries maritimes, dont faisait partie mon père depuis une quinzaine d'années. Il rentrait en France après un séjour de 3 ans à la Pointe des Galets, port unique de la Réunion, d'où un cargo, la ville d'Amiens, nous avait transportés à Tamatave pour prendre l'Éridan. Celui-ci, prévu pour héberger 250 à 300 passagers, arrivait d'Indochine avec à son bord plus de 700 personnes, hommes, femmes et enfants. Pourquoi cette surcharge insolite qui nous valut une seule cabine à 4 couchettes pour notre famille, traitement anormal pour un membre du personnel de la compagnie des MM, à qui étaient réservées d'ordinaire des conditions infiniment plus confortables. Et pourquoi cet itinéraire Indochine-Madagascar-Marseille tout aussi anormal, alors que le trajet Marseille-Madagascar-La Réunion et le trajet Marseille-Extrême-Orient étaient des lignes différentes réservées à des navires différents. Les plus belles unités étaient affectées à celles d'Extrême-Orient, de l'Armand-Béic, 1891-1924, cher au poète Henri-Jean J.M. Levé, au Georges Philippard, qui brûla et coula en mer Rouge lors de son voyage inaugural en mai 1932, naufrage célèbre qui coûta la vie au journaliste Albert Londres et à 50 autres passagers. L'Éridan, navire déjà un peu ancien, appartenait à cette catégorie, ce qui lui valait encore un certain prestige, mais dont il restait peu de traces lors de cette traversée de 1941. C'est que nous étions loin des conditions normales d'avant-guerre et que la défaite et l'armistice de juin 40 avaient tout bouleversé. Les liaisons métropole-colonie devenaient de plus en plus difficiles, en attendant de s'interrompre complètement pour plus de 5 ans en ce qui concernait l'Indochine. L'Éridan fut d'ailleurs l'avant-dernier courrier à effectuer la liaison Ségon-Marseille avant l'interruption définitive. S'explique le considérable surnombre de passagers, près de 3 fois plus que la normale, et le détournement surprenant par Madagascar. On sentait venir chaque jour une aggravation de la situation et un grand nombre des coloniaux de l'océan Indien étaient désireux de regagner au plus vite métropole et même occupés pour une bonne part. Ceux d'Indochine sentaient venir une pression croissante des Japonais, jusque-là cantonnés dans quelques bases militaires, mais formulant régulièrement des exigences dont on ignorait, mais avait tout lieu de craindre l'aboutissement. Ceux de Madagascar et de la Réunion, éloignés des leurs depuis plusieurs années, étaient impatients de retrouver leur famille, dont ils étaient souvent sans nouvelles depuis la débâcle, et ils craignaient un isolement croissant dans leurs îles. Leurs employeurs, publics ou privés, se montraient également soucieux de rapatrier personnels et familles, car leur proche avenir s'annonçait incertain et même inquiétant, vu la rareté des liaisons maritimes, les difficultés de ravitaillement dont une bonne part était importée de France ou d'ailleurs, sans parler d'une sécurité menacée on ne savait trop par quel péril précis, sauf les Japonais.